Souvent dans la recherche, il y a beaucoup de choses qui sont faites par hasard en fait. Et en fait, c'est un peu par hasard que j'ai commencé à travailler sur l'Asie centrale, une région que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait ma thèse, j'ai commencé ma thèse en France, à Aix-en-Provence et à Grenoble. Et j'étais parti pour travailler sur ma ville mon pays d'origine, la Turquie, le Moyen-Orient. Et il se trouve que par hasard, en France, à l'époque, on avait le service militaire qui est obligatoire. Et pour le faire, on peut le faire d'une manière beaucoup plus civile et comme enseignant en prof de français. Et je me suis retrouvé en Asie centrale et c'est comme ça que j'ai adoré cette région où j'ai vécu pendant des années en Ouzbékistan, au Kazakhstan, etc. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur l'Asie centrale et Caucase et après sur la Turquie. En fait, je vais mettre le deuxième en fait, pas le deuxième. J'avais envoyé le deuxième en fait. Ah, tu es oui. là-dessus? Parce que là, bon, je vais quand même faire présenter rapidement cela. Parce qu'en fait, j'avais préparé... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, c'est comme vous voulez. Ok, pour un deuxième, ça, parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps en fait. Voilà. Je vais le faire ensuite. Oui, et puis ce qui est à côté. C'est celui-là. Voilà. Pourquoi l'autre? Parce que l'autre, je l'avais préparé en fait pour des étudiants qui ne connaissent pas trop tout ça. Donc du coup là, avec vous, je pense qu'on va commencer à un niveau un peu plus élevé. Ça sera beaucoup plus simple. Donc en fait, ça c'est la région sur laquelle j'ai travaillé pendant longtemps. Et quand j'ai travaillé en Asie centrale, en fait, si vous voulez, j'ai eu la chance, c'est un privilège que j'ai eu de pouvoir résider pendant longtemps dans plusieurs villes de l'ex-URSS. D'abord, dans le cadre de ma thèse que j'avais fait sur les écoles de la mouvance de Gulen, j'avais travaillé pendant plusieurs années en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Donc ça m'a permis de voyager sur les 5 républiques de l'ex-URSS, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan. Ce qui fait que ça m'a permis de faire des observations sur le long terme, parce que je suis quelqu'un qui travaille lentement, il me faut du temps pour comprendre les choses. Et parfois, même si j'ai une démarche en sciences politiques, parfois, en sciences politiques, c'est bien, mais parfois aussi l'approche presque anthropologique qui permet de passer du temps sur le terrain, ça permet de mieux comprendre certaines choses. Donc en fait, du coup, dans ma démarche, c'était un mélange de sciences politiques, de sociologie religieuse et un tout petit peu d'anthropologie pour mieux comprendre le sujet. Ensuite, j'ai aussi eu la chance de pouvoir résider dans le Caucase, à Bakou, et de voyager en Géorgie, en Russie, en Iran et en Turquie pour comprendre un peu les problématiques religieuses. Et tout ça pour vous dire que quand j'ai travaillé sur l'ex-URSS, en fait, la question qui m'a toujours préoccupé quand j'étais en Asie centrale, c'était de comprendre pourquoi 1991 est une période charnière. 1991, c'est la fin de l'Union soviétique. Et évidemment, c'est important de comprendre le phénomène religieux à l'intérieur des sociétés, ce que j'ai fait pendant un certain temps. Mais moi, j'ai essayé de voir quelles sont les influences extérieures qui sont venues pour marquer l'islam d'Asie centrale. Parce que pendant longtemps, cette région a été fermée, coupée du monde. Et pour moi, c'était important de voir quels sont les 4 ou 5 pôles géographiques qui viennent pour marquer l'univers religieux de ces pays. Et en fait, d'abord, quand on s'intéresse à l'islam, c'est qu'on est obligé de commencer par l'héritage islamique. En 1991, quand on arrive pour comprendre l'islam dans ces pays-là, en fait, c'est que c'est important de noter en fait que 91, c'est le début d'une nouvelle ère. Parce que 1991, jusqu'en 91, les régimes sont socialistes, communistes, comme dans les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, comme en Russie. Et de ce fait, 1991, là, les régimes en place, ils vont essayer d'apporter une nouvelle façon de se positionner par rapport à la religion. Pourquoi? Parce que pendant la période soviétique, le pouvoir est anti-religieux. Or, pour marquer les nouvelles élites qui sont maintenant indépendantes, pour marquer que maintenant ils sont dans une nouvelle logique, ils vont avoir une attitude beaucoup plus respectueuse de l'islam et des traditions islamiques pour dire que maintenant on est indépendant et qu'on est contre l'univers passé qui était fait de domination et de colonialisme russo-soviétique. Ok? Mais néanmoins, donc, à partir de 1991, je pense que tous ces pays sont aussi confrontés à la question suivante pour dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons apporté à la civilisation islamique et à la civilisation d'une manière beaucoup plus simple. Et de ce fait, il y aura la volonté de se
de se remettre à étudier son passé, mais d'une manière beaucoup plus, non pas critique, mais pour valoriser son rôle, le rôle qu'ils ont apporté, qu'ils ont joué dans le développement d'une civilisation islamique. Et là, vous allez avoir des recherches sur une insistance pour dire que nous, les musulmans d'Asie centrale, nous avons été le berceau de plusieurs civilisations islamiques. Nous avons contribué à la formation de certaines élites comme Bukhari, comme l'inventeur de l'algèbre, comme par exemple d'autres aussi, Al-Farabi, etc. pour dire nous avons été le terrain, le lieu où des intellectuels musulmans ont vu le jour, ils ont contribué à la civilisation islamique et aussi à la civilisation universelle pour montrer qu'ils ne sont pas comme autrefois ils étaient représentés, pour pouvoir avoir leur rôle dans la nouvelle histoire. Mais c'est un islam aussi, quand on se met à étudier l'islam du Caucase et d'Asie centrale, de toutes ces républiques, on voit, et à l'heure actuelle aussi on voit encore ces traces, c'est un islam qui a été très marqué par la domination russe et soviétique. Pourquoi? Parce que les Russes sont entrés dans la région à partir de 1850 et 1828, quand il y a eu l'empire des Tsars qui est descendu dans le Caucase et ensuite en Asie centrale. Donc la domination russe, elle a été très forte dès le 19e siècle. On peut la comparer, toute proportion gardée, au phénomène colonial qu'ont connu les Européens en Afrique et au Moyen-Orient. Et de ce fait, c'est une présence russe qui va beaucoup marquer l'islam. Et la trace actuelle, on la voit encore aujourd'hui de nos jours. Donc, par rapport à ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, il faut noter que le pouvoir russe, quand il a dominé cette région, en fait, la principale priorité pour le pouvoir russe, c'était de contrôler le mouvement des hommes entre son empire, les musulmans, et les musulmans de d'autres régions, du monde ottoman, du monde safawide, en Iran, et dans le monde arabe, etc. Ensuite, à la fin de l'Empire russe, donc c'est l'Union soviétique, là aussi le pouvoir soviétique va aussi marquer l'islam d'Asie centrale et du Caucase, dans la mesure où les soviétiques ils vont apporter d'abord une certaine sécularisation forcée. Au début, quand ils arrivent au pouvoir, ils essayent d'avoir une attitude concilium vis-à-vis de l'islam, parce qu'ils sont encore, c'est un pouvoir fragile. Donc ils essayent de faire un deal avec l'islam, de le respecter en quelque sorte. Mais petit à petit, à partir des années 30 et 40, c'est un contrôle qui devient beaucoup plus fort, voire même répressif. Mais néanmoins, sur le long terme, on peut dire que le pouvoir soviétique par rapport à l'islam, dans tous ces pays, il a été un peu ambigu. Ambigu dans le sens où il y a à la fois une répression, mais aussi une certaine tolérance. Une tolérance de l'islam dans la sphère privée, les pratiques religieuses se sont maintenues, tout ce qui est mariage, circoncision, etc., ça s'est maintenu. Mais la vision, l'apparence publique de l'islam, sous forme de grandes mosquées, de madrasas, etc., là c'était plus ou moins interdit pendant la période soviétique. Mais néanmoins, on savait que les peuples étaient restés musulmans, qu'il y avait une pratique religieuse, mais du moment où le pouvoir soviétique était accepté, n'était pas contesté, le pouvoir pouvait tolérer la pratique religieuse dans ces pays-là, en fait. Okay? Et en fait, le changement chez les musulmans soviétiques à la fin de la période soviétique, les prémices du changement vont commencer à partir de la fin des années 80, en gros 85. 85 en Union soviétique, qu'est-ce que c'est? C'est Gorbatchev, ça veut dire la perestroïka et glasnost. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de l'Union soviétique, les politiques de réforme de Gorbatchev vont aussi profiter à l'islam. Et pour dire les choses de l'autre manière, c'est qu'en fait, les mouvements identitaires, de contestation, etc., du pouvoir central à Moscou auront aussi une forme religieuse. C'est-à-dire que d'abord, il y a une volonté de contester un peu sous forme identitaire la littérature, la langue, l'environnement, l'écologie, parce qu'il y avait tellement d'abus que vous avez des gens qui vont se mobiliser pour contester tout ça. Et le renouveau islamique, c'est un des aspects de cette contestation. Il ne s'affirme pas en tant que musulman, mais en tant que valeur culturelle qui veut s'affirmer par rapport au pouvoir soviétique. Et à partir de 85, en fait, ça va être possible. C'est-à-dire qu'on peut dire que les ressources de renouveau, elles sont d'abord internes, endogènes,
C'est-à-dire qu'à partir des années 85, on se pose des questions sur cette nouvelle forme d'être musulman, parce que le pouvoir s'est affaibli. Mais néanmoins, et c'est un peu la thèse que je défends dans ce bouquin, dans ce livre, c'est que, en tout cas, j'ai décidé de choisir surtout ça, c'est que pour moi, on ne peut pas comprendre les transformations de l'islam dans cet univers si on ne le met pas dans le contexte de la globalisation du religieux, de la mondialisation du religieux. C'est-à-dire que, certes, il y a eu un mouvement de rénovation à l'intérieur de l'Union soviétique, mais je pars du principe, c'est que s'il n'y avait pas eu de lien fort entre cet islam et l'islam des autres pays, on n'aurait pas eu le renouveau qu'on a à l'heure actuelle dans ces pays-là. Et j'ai essayé de faire la liste des 4 tendances, 4 aires géographiques, 4 pays qui ont façonné l'islam de l'Union soviétique à partir du 91. Et d'une manière un peu schématique, ces 4 influences, ces 4 pôles, ces 4 pays, c'est la Turquie, c'est l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite et c'est l'Inde et le Pakistan. En gros, si on regarde bien, ce sont 4 régions qui, à travers l'histoire, ont toujours été très présentes, très connectées à l'univers de l'Asie centrale et du Caucase. Et là, c'est ce que je vais essayer de développer d'une manière un peu scolaire, un peu pédagogique, par aire géographique, parce que ça permet de mieux comprendre les choses, même si parfois il y a une espèce d'interpénétration entre les différentes tendances. Et je vais commencer par la région que je connais le mieux, parce que c'est là-dessus que j'allais surtout travailler, sur comment, à partir de la Turquie, entre la Turquie et l'espace soviétique, c'est-à-dire le Caucase et l'Asie centrale, il y a des idées religieuses qui se développent à partir du 91. Donc je reviens un peu sur la carte pour vous la montrer. Donc c'est comment, à partir du 91, bon la carte n'est pas très précise, je suis désolé, à partir du 91, depuis la Turquie jusqu'en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, Kyrgyzstan, tous ces pays qui sont un peu la turcophonie, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de langues un peu comparable au monde arabe, au monde slave, au monde francophone, qui fait que la Turquie aura un certain nombre de rôles à jouer. Et moi j'ai essayé de travailler là-dessus au premier lieu, après je me suis intéressé aux autres. Donc, la Turquie. En fait, pour comprendre l'influence de la Turquie, il faut d'abord rappeler que, comme j'ai dit tout à l'heure, la Turquie par rapport à ces pays, c'est la même communauté. C'est-à-dire qu'il y a une proximité par rapport à la langue, à l'ethnicité, à la forme de religion. Historiquement, il y avait des intellectuels du monde turc, des Turcs, des Ouzbeks, des Tatars, etc., qui avaient réussi, qui avaient essayé de réunifier, d'unifier le monde turc, un peu d'une manière comparable au monde arabe. En fait, il y avait le panarabisme dans le monde arabe, cette volonté de fédérer, de créer une même entité. On a vu aussi le même phénomène chez les Slaves, le panslavisme, etc. Et en fait, chez les Turcs aussi, il y a eu dans l'histoire cette volonté des intellectuels tatars, des intellectuels d'Istanbul, de Crimée, de Kazan, de Samarcande et de Tachkent, de réunifier un peu cet univers. Et en fait, c'est un phénomène qui avait disparu en 1991, quand ces pays deviennent indépendants. Donc en Turquie, on se pose la question, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc la Turquie, en 1991, elle va développer une véritable politique ambitieuse pour créer des liens forts avec les États d'Asie centrale et du Caucase. Une politique éducative, culturelle, économique, avec la formation de nouveaux outils de coopération pour que la Turquie devienne une espèce de modèle de pays fort avec une sphère d'influence turque en Asie centrale. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de travailler sur la dimension islamique de la politique turque en Asie centrale. Là aussi, quand on parle de la Turquie comme acteur islamique, on note un paradoxe, parce que pendant longtemps, c'est pas vous que je vais l'apprendre, la Turquie était considérée comme un modèle séculier, laïque, et de ce fait, on pensait que la Turquie allait exporter une certaine laïcité dans ces États-là. Elle l'a fait peut-être, mais je vais démontrer tout à l'heure en fait que la Turquie a été surtout un véhicule, un colporteur plutôt d'islam, parce que ça lui a permis d'être influent. Quand on parle d'islam et de Turquie, de politique extérieure, là aussi j'ai adopté une démarche un peu
un peu basiques, c'est-à-dire le rôle de la Turquie comme État, c'est-à-dire l'acteur officiel, et les acteurs non étatiques. Et en Turquie, quand on parle de la Turquie, de l'islam et de politique extérieure, il y a un acteur auquel on pense tout de suite, c'est la Diyanet. La Diyanet, donc, en Turquie, c'est une espèce de ministère des cultes, la direction des affaires religieuses, qui, même pendant Atatürk, en fait, c'est quelque chose qui a existé, qui était très fort. La Diyanet, c'est l'hémicycle en Belgique. Vous avez dû voir ses services. Moi, j'ai passé mon enfance dans une petite ville en France. On voyait régulièrement la Diyanet, qui envoyait des imams, etc., pour nous apprendre à rester dans le bon chemin, ne pas être pervertis par l'Occident, etc. Donc, on voyait souvent les représentants de la Diyanet venir nous donner des cours. Et en fait, la Diyanet, jusqu'en 91, ce qui est curieux, c'est que la Diyanet, jusque-là, elle a des activités en Turquie et un peu en Europe, mais surtout au service des originaires de Turquie. Donc c'est la seule présence de la Diyanet dans la politique extérieure de la Turquie. Or, en 91, il y a un changement. Il y a un changement parce que la Turquie, à l'époque, et c'est bien avant l'AKP, c'est bien avant le pouvoir de Erdogan, déjà en 91, 92, à l'époque, le pouvoir politique se dit, eh bien, la religion, c'est aussi un outil de coopération possible et d'influence. Or, l'Asie centrale, au lieu que ça devienne, afin qu'elle ne devienne pas complètement sous l'influence de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite, etc., nous, la Turquie, on a quelque chose à représenter, donc il y a la Diyanet qui est chargée de mission. Concrètement, la Diyanet va ouvrir du bureau de représentation. En fait, si je parle trop vite, si j'ai du mal à articuler, que je prononce un peu à la franco-turque ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à m'arrêter, c'est pas un problème, on a du temps. Et si ça dure jusqu'à quelle heure ici? 22 heures. Voilà, très bien. Et en fait, la Diyanet, et je me souviens, ce qui vient avec l'âge, quand on travaille sur un sujet pendant longtemps, c'est qu'en fait, on voit l'évolution. Et je me souviens, quand j'étais là-bas, en fait, je voyais dans chaque ambassade, il y avait un représentant, un attaché aux affaires religieuses, donc de la Diyanet, qui était là. Il y en avait à Tashkent, à Bakou, à Almaty, maintenant à Astana, à Ashgabat. À chaque fois, il y avait un représentant. Il était là pour plusieurs choses. D'abord, pour proposer des services religieux de la Turquie à ces pays-là. C'est-à-dire, la Turquie a une tradition d'enseignement de l'islam qui est assez impressionnante. Il y a des facultés de théologie depuis longtemps. Alors, on imagine que l'islam est une affaire des Arabes. En fait, non, les Turcs aussi. Ils sont aussi au service de l'islam. Ils ont servi l'islam pendant longtemps. Il y a un savoir-faire. Et de ce fait, en fait, la Diyanet a ouvert, d'abord, le premier service qu'elle a fait, c'est d'ouvrir des facultés de théologie. Il a Hayat faculté dans beaucoup de villes d'Asie centrale. Et je les ai vus de mes propres yeux. Il y en avait à Bakou. Il y en avait aussi, même à l'heure actuelle, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, des facultés de théologie. L'idée, c'était, pendant la période soviétique, il n'y avait pas de besoin d'avoir des imams. Or, maintenant, il y a un besoin. Étant donné qu'il y a un besoin, nous, on va les former nous-mêmes avec ces pays-là pour que ces nouvelles élites religieuses soient au service de l'État, soient au service de l'idéologie officielle et pour éviter que cet islam devienne une influence salafiste, wahhabite, etc. Donc, il y a des facultés de théologie qui ont été créées, c'est la première chose. Il y a des imams qui ont été envoyés, au même titre que parfois il y a des imams turcs qui viennent ici en Europe. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de littérature traduite de l'arabe ou du turc dans les langues d'Asie centrale, en ouzbek, en russe, en kirghize, etc., qui ont été véhiculées en Asie centrale. Et il y a eu aussi beaucoup, dans l'autre sens, des étudiants d'Asie centrale qui ont été formés, reçus en Turquie pour être formés un peu à la turque. Ben, en fait, formés à la turque, ça veut dire leur donner un enseignement de l'islam sunnite, hanafite, et conforme un peu compatible entre État et religion un peu à la turque. Et notamment, il y a ce qu'on appelle la Maturidiya, donc qui est une version, une école, peut-être que certains qui ont fait de la théologie, ils peuvent nous expliquer ça mieux que moi. Donc la Maturidiya, c'est une doctrine de l'islam sunnite hanafite qui a été très puissante dans l'Empire ottoman et en Asie centrale. Ils essaient de la restaurer parce que c'est une doctrine, on pense que c'est une doctrine qui est plus progressiste et qui contrôle, qui permet un meilleur contrôle du politique sur la religion en fait. Et elle a été développée un peu partout. Donc ça c'est le rôle de la Diyanet.
Mais en fait, quand on s'intéresse à la Turquie, c'est pas que la Diyanat, c'est pas que l'État. En Turquie, ce qui est remarquable, vous avez aussi des acteurs non étatiques. Et là-dessus, en Turquie, il y a un véritable dynamisme des acteurs privés. On dit en Turquie, l'islam turc est très marqué par le soufisme, par le confrérisme. Vous avez différents groupes comme les Naqshbandi, Qadiriya, Naqshbandi, vous avez les Süleymancı, vous avez les Nurcu, vous avez différentes versions de Nurcu. Et là, en fait, eux aussi, à partir de 91, ils se disent, il y a un nouvel espace qui s'ouvre, donc on va y aller. Et parmi les plus actifs, c'était d'abord les Naqshbandi. Les Naqshbandi, parce que pour eux, la fin de l'Union soviétique, c'est le rêve qui se réalise, parce que pendant longtemps, ils étaient privés de visite sur le tombeau de Bahattin Naqshband, qui est né à côté de Bukhara, et dans le mausolée attire beaucoup de gens, y compris à l'heure actuelle. Donc ils se rendaient sur place et ils véhiculaient un certain enseignement confrérique Naqshbandi de Turquie. Il y en a deux notamment qui ont été très influents, je pense dans les détails, notamment Osman Nuri Topbaş, qui est une autorité très respectée en Turquie, de l'islam Naqshbandi. Et il y en avait encore d'autres représentants de ce courant Naqshbandi qui, un peu comme l'État turc, ils allaient sur place pour ouvrir des petites madrasas, des centres culturels, ou véhiculer, en fait, faire beaucoup de commerce, mais via le commerce, véhiculer, exporter une certaine littérature religieuse. Enfin, il y avait aussi les représentants de Said Nursi. Said Nursi, c'est un leader, c'est une autorité religieuse qui a beaucoup marqué l'islam turc. Donc, il fait partie de ces réformateurs du 19e siècle qu'on a connu beaucoup dans le monde musulman, à un moment où on s'interroge sur la crise de l'Empire ottoman, la crise du monde musulman, et essaie de le réformer. Donc là, Said Nursi avait été à la tête d'un immense groupe entre 1870 et 1960, et en fait, certains de ses représentants, qui sont encore assez actifs de nos jours, sont allés dans ces régions-là, en fait, pour véhiculer un islam qui est représentatif de l'islam turc. Okay. Enfin, l'autre communauté qui est beaucoup plus difficile à étudier, c'est la mouvance de Fethullah Gülen. La mouvance de Fethullah Gülen, alors, comme tout ce qui concerne la mouvance de Gülen, elle est difficile à étudier, mais néanmoins, en fait, la mouvance de Gülen, en 1991, elle est une des premières à s'implanter en Asie centrale, mais sous forme surtout d'écoles privées, écoles, et surtout de tout ce qui est aussi journaux, médias, entreprises, business. Et en fait, les écoles de Gülen, au début, quand elles arrivent en Asie centrale, c'est un mouvement islamiste, qui veut apporter sa contribution au renouveau de l'islam en Asie centrale. Il y a un comportement quasi missionnaire au départ, essayer de se trouver des adeptes sur place, mais petit à petit, sur le long terme, en fait, c'est une mouvance qui va changer de stratégie, parce qu'elle constate sur le terrain, en fait, qu'elle a beaucoup plus de popularité et de soutien grâce à ses activités éducatives qu'autre chose. Donc, de ce fait, au fur et à mesure, en fait, il y a une espèce de délaissement du discours religieux, mais avec un passage à la réussite économique, à la mise en place d'un réseau éducatif, mais néanmoins, il y a une éthique religieuse qui s'est quand même diffusée par ce biais-là, sur laquelle on peut revenir tout à l'heure pendant la discussion. Là, le temps passe, et il y a encore 4 chapitres à présenter. Alors, là, l'autre chapitre, c'est l'Iran. Alors, vous allez me dire, mais l'Iran, en fait, j'ai tellement été influencé par tout ce qu'on disait dans le milieu académique, le rôle de l'Iran, le retour de l'Iran qui va devenir un nouvel acteur, une nouvelle puissance, etc. Déjà, à l'époque, on parlait beaucoup de ça. Et en fait, j'essaie de comprendre, et je me suis dit, en fait, comme j'ai vécu aussi en Azerbaïdjan, qui est une province autrefois iranienne, donc j'essaie de comprendre le rôle de l'Iran. En fait, l'Iran, comme acteur islamique, d'abord, lui aussi en Iran, dès 1991, c'est un pays qui va s'intéresser beaucoup à cette nouvelle région, parce qu'il réalise en fait qu'il n'y a plus d'Union soviétique, et à la place, à l'époque, il y avait l'Union soviétique qui était un seul pays, puis d'un seul coup, il y a plein de nouveaux pays qui sont musulmans. Donc il est obligé de se positionner par rapport à la Caspienne, par rapport à l'Asie centrale, où l'héritage, la culture, depuis tout le temps, elle a toujours été à la fois turque et persane. C'est-à-dire que dans l'histoire, pour ceux qui connaissent la Turquie, il y avait un mélange, en fait, la culture turco-persane, on ne peut pas la séparer, en fait. Même pendant l'Empire ottoman, la culture turque et persane était complètement imbriquée. Et ce phénomène existe toujours en Asie centrale.
Et l'Iran essaie de l'exploiter à partir du 91, de dire il y a un héritage culturel fort iranien dans cette région. On va aussi l'utiliser pour pouvoir avoir une sphère d'influence. Et là aussi, moi je me suis surtout intéressé à la dimension islamique de cette influence iranienne. Et la dimension islamique, bon, vous le savez, l'Iran, c'est un pays qui a majorité chiite. Or, l'Asie centrale, les 5 républiques, elles sont surtout sunnites. Ouzbékistan, ils sont tous sunnites. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkménistan et Tadjikistan. Vous avez quelques poches de peuplement chiite en Asie centrale, c'est pas grand-chose, c'est à Samarkand et Bukhara. Et vous avez les Ismaïliens, on va dire dans l'arabe, qui sont eux, qui appartiennent à une autre forme de chiisme, mais qui ne sont pas nombreux, et qui sont un peu différents du chiisme de l'Iran, ce qui fait que l'Iran, comme acteur islamique en Asie centrale, il n'a pas trop percé. Il a néanmoins un tout petit peu percé au Tadjikistan, mais non pas grâce au chiisme et à l'islam, mais grâce à l'appartenance à la sphère persanophone, à la langue en fait. Parce qu'en Asie centrale, vous avez les 5 républiques qui sont turcophones, enfin 4 qui sont turcophones, et une qui est persanophone, c'est le Tadjikistan. Donc de ce fait, l'Iran, grâce à la culture persane, va réussir à avoir une certaine influence au Tadjikistan, une influence religieuse, mais dans les autres pays, pas beaucoup en fait. En fait, quand on parle de l'Iran comme acteur islamique dans l'ex-URSS, le premier pays qui vient à l'esprit, c'est l'Azerbaïdjan. Pourquoi l'Azerbaïdjan? Parce que l'Azerbaïdjan, pendant longtemps, jusqu'en 1828, l'Azerbaïdjan et l'Iran, c'est un même pays. C'est un même État. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes vont petit à petit descendre dans le sud et conquérir du nouveau territoire. Ils vont virer une bonne partie des musulmans du Caucase, notamment ce qu'on appelle les Tcherkesses, les Circassiens qui étaient nombreux, ils vont les virer dans l'Empire ottoman en Turquie. On retrouve à l'heure actuelle des descendants de ces gens-là en Turquie, en Jordanie, en Syrie, dans le Kosovo, qui avaient été déportés. Donc de ce fait, la conquête russe va aller jusqu'à la frontière iranienne sur le fleuve Arax, sur Aras. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, c'est que de ce fait, l'Azerbaïdjan, qui a été partie intégrante de l'empire perse, d'ailleurs le pouvoir était à la fois iranien et turc, azéri et iranien, persan. De ce fait, étant donné que de l'empire chez les Safavides, depuis 1501, la religion officielle c'était le chiisme, et que l'Azerbaïdjan faisait partie, en fait, en Azerbaïdjan, en 91, quand le pays devient indépendant, on s'aperçoit en fait que c'est un pays qui a à 70% chiite et 30% sunnite. Parce qu'il a toujours été une zone de contact entre les Ottomans, qui étaient les champions du sunnisme, et les Safavides, qui étaient les champions du chiisme. Et de ce fait, cette réalité, on la retrouve encore aujourd'hui. Vous avez une partie qui est chiite et une partie qui est sunnite. Et en 91, en fait, depuis 91, il y aura, de manière un peu schématique, une espèce de lutte d'influence entre la Turquie et l'Iran pour essayer de marquer de manière religieuse l'Azerbaïdjan. Et en fait, en Azerbaïdjan, donc l'Iran, à partir du 91, sa façon de s'implanter au niveau religieux en Azerbaïdjan, là aussi, elle va prendre différentes formes. D'abord, l'État iranien, en tant que république islamique, il le fait d'une manière ouverte et ostensible, et les pays l'acceptent. Chaque ambassade de la République islamique d'Iran, dans chaque pays, elle a un représentant du guide de la révolution, donc de Khamenei. Et sa raison d'être, son rôle, c'est de diffuser en fait, c'est de rendre service à la diffusion de l'islam. Et c'est pas du tout interdit, parce que ça fait partie des négociations diplomatiques qui ont été faites entre l'Iran et ces pays. Donc à partir de 1991, vous avez les serviteurs, les représentants de l'État iranien, qui sont en Azerbaïdjan pour véhiculer le chiisme. Enfin, ils ne vont pas dire on véhicule le chiisme, ils diront nous sommes musulmans, nous sommes tous pareils. Mais la manière dont c'est fait, ben, c'est comme le chiisme. Donc de ce fait, l'Iran va soutenir la restauration de certains mausolées, ce qu'on appelle les imamzadeh, donc certains descendants de personnalités chiites importantes. Vous avez surtout, en fait, ce qui était très fort dans le cas de l'Iran, c'est comme en 1991, vous avez des étudiants azerbaïdjanais qui vont en Iran. Et là, il faut expliquer une des spécificités du chiisme pour le comprendre, c'est qu'en fait, dans le chiisme,
contrairement au sunnisme, on considère qu'un musulman qui veut être un vrai musulman, étant donné que l'islam est très compliqué et nous, les êtres humains, nous sommes très faibles, nous sommes faillibles, on a besoin de choisir un exemple, une personnalité à imiter, ce qu'on appelle marja' taqlid, donc une source d'imitation. Or, les marja' taqlid, pendant la période soviétique, il n'y en avait pas en Azerbaïdjan, nous soviétiques, mais même maintenant, il y en a pas en fait. La particularité du chiisme, c'est que les marja' taqlid, ils sont tous en Iran et en Irak, et un peu au Liban. Il y avait au Liban Fadlallah, en Irak, il y en avait quelques-uns, et au Liban, il y en a énormément. Et en fait, donc pour ces musulmans d'Azerbaïdjan, pour pouvoir être considérés comme des véritables musulmans chiites, ils ont besoin de choisir des marja' taqlid, des sources d'imitation. Et c'est comme ça qu'ils vont aller, j'avais une partie de mon terrain sur eux, à Qom et à Mashhad, ils vont se rendre là-bas pour étudier et s'inspirer de nouvelles autorités, traduire leurs œuvres et les exploiter en Azerbaïdjan. Donc c'est comme ça en fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et de ce fait, il y a une partie de chiisme azerbaïdjanais qui a renoué des liens avec l'islam chiite d'Iran, et c'est comme ça que ça se développe. Ce qui fait que pour l'État azerbaïdjanais qui est un État séculier, laïque, qui a été très marqué par la domination soviétique, vraiment, et qui est aussi d'un point de vue politique très tourné vers la Turquie, parce que c'est la même ethnicité, c'est la même langue, très proche, mais ils sont embêtés parce qu'au niveau religieux, ils sont plus proches de l'Iran que de la Turquie. Et de ce fait, on avait l'impression, en fait, que, je l'ai constaté, en fait, c'est que ce travail de rivalité entre la Turquie et l'Iran, en Azerbaïdjan, a réveillé en quelque sorte la ligne de clivage entre chiites et sunnites qui avait un tout petit peu disparu. C'est-à-dire que pendant la période soviétique, le régime était tellement séculier, en fait, que beaucoup d'Azerbaïdjanais, j'avais des amis qui me disaient, je suis peut-être musulman, mais je ne sais rien, est-ce que je suis chiite ou sunnite, je n'en sais rien. En fait, le travail de l'Iran, de certains acteurs islamiques de Turquie et d'Iran, a réveillé un peu ce clivage, en fait. Bon, Dieu merci pour eux, ils ne sont pas encore dans la logique où ils vont se taper dessus comme ça se fait en Irak entre chiites et sunnites, mais il y a quand même un début de conscience identitaire qui se fait. Ok? Est-ce qu'on peut passer à l'autre chapitre? Alors, l'autre chapitre, il est aussi parti d'une obsession, d'un mythe sur le wahhabisme, le salafisme, les barbus qui viennent avec plein de capitaux d'Arabie Saoudite et du Qatar, etc., pour pervertir le bon islam d'Asie centrale qui est mystique et soufi. Donc là aussi, j'essaie de comprendre. Et en fait, je me suis intéressé à ça pour la raison suivante, c'est que, comme j'ai raconté ma vie tout à l'heure, je vous avais dit en fait qu'au début, j'avais commencé à travailler sur le monde arabe. Et la France m'a renvoyé en Asie centrale, et donc du coup, j'ai essayé de trouver des liens de connexion entre l'Asie centrale et le monde arabe. Et ben, je me dis qu'il y a le pèlerinage, et il y a les communautés, le lien migratoire entre les deux régions. Et du coup, j'ai essayé de comprendre ce phénomène pour mieux étudier l'islam et le renouveau islamique en Asie centrale et dans le Caucase. Et en fait, le premier, ça a été le pèlerinage. Je me suis dit, le pèlerinage, que ce soit dans l'islam ou dans la chrétienté, c'est un phénomène extraordinaire où les idées en fait, religieuses circulent beaucoup plus facilement. Et le pèlerinage, donc le Hajj et la Umrah, donc le grand pèlerinage et le petit pèlerinage, pendant la période soviétique, il n'y en avait pas en fait, parce que c'était mal considéré que d'aller faire le pèlerinage. C'était pas vraiment encouragé par le pouvoir. Les rares personnes qui pouvaient y aller, c'était des serviteurs du régime qui allaient donner une image positive de l'Union soviétique. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors que pendant la période russe, il y en avait un peu. Pendant la période soviétique, ça avait disparu. Or, en 1991, les régimes d'Asie centrale et du Caucase, tous ces pays-là, s'ils veulent être respectueux de l'islam, ben, le pèlerinage, c'est un des piliers. C'est le deuxième, ou troisième, ou quatrième, peu importe. C'est cinquième, pardon. Voilà. Donc, il ne peut pas l'interdire. Donc, de ce fait, à partir du 91, il y a un pèlerinage, le pèlerinage qui se développe. Et au début, en fait, c'est que le pèlerinage, il se fait un peu d'une manière presque anarchique, en fait. Maintenant, c'est contrôlé, surveillé, avec des quotas, etc. Mais au début, les gens, ils allaient comme ça. Ils allaient comme ça en pèlerinage, partis en voiture, en bus, etc. Et pour les États d'Asie centrale, ça a été un des moyens de mise en contact
de contact, de rencontre entre l'islam d'Asie centrale et l'islam d'Arabie Saoudite et d'ailleurs. Et pour avoir fait quelques pèlerinages, je ne suis pas hajj, j'ai fait le Umrah, donc j'ai pèlerinage scientifique, c'est qu'en fait on voit à quel point le pèlerinage c'est aussi un moment de rencontre. Il y a des conférences, des séminaires, des échanges, et les fondations caritatives en Arabie Saoudite, si elles veulent recruter, en fait c'est aussi par le biais du pèlerinage qu'elles arrivent à recruter. Donc, est-ce que ça veut dire que le salafisme et le wahhabisme, c'est-à-dire la version fondamentaliste de l'islam tel qu'il existe dans les pays d'Arabie Saoudite et de ses pays voisins, est-ce que ça a été exporté par le pèlerinage? En fait, oui et non. Un tout petit peu, mais on ne peut pas dire que tout le salafisme est venu par le pèlerinage. Et tout à l'heure, j'ai expliqué, c'est qu'en fait, il y a différents moyens de circulation des idées religieuses. Et le pèlerinage, c'est un de ces moyens, en fait. Et pour avoir une idée beaucoup plus complète de ce phénomène, je me suis aussi intéressé au phénomène de migration. Parce qu'il se trouve que en Arabie Saoudite, il y a deux communautés originaires d'Asie centrale qui sont là depuis longtemps et qui, à partir du 91, on peut avoir un impact, un rôle dans le renouveau des liens entre l'Asie centrale et l'Arabie Saoudite. D'abord, dans les années 30, donc en Union soviétique, dans la province Ouzbékistan de l'Union soviétique, quand le pouvoir soviétique est devenu ultra répressif, ça arrive souvent, c'est que certaines personnes dans l'islam considèrent qu'ils ne peuvent pas vivre complètement leur foi islamique sous un régime athée, communiste. Dans ces conditions-là, ils sont partis. Ce qu'on appelait, bon, à l'époque on ne les appelait pas ouzbeks, parce qu'à l'époque l'Ouzbékistan, on les appelait Turkistan ou Bukhala. Ça a changé d'appellation. En fait, aux années 30, ces gens-là sont partis, c'était un tout petit groupe. Ils sont partis d'abord dans le sud, en Afghanistan, après ils sont partis en Inde, avant la partition, et certains ont atterri en Égypte, un peu en Turquie, et beaucoup en Arabie Saoudite. Oui. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Parce qu'en fait, souvent, pour ceux qui ont étudié l'islam, vous savez, eh bien, en fait, le prophète était un immigré, en fait. J'allais dire, il était comme moi, en fait. Nous sommes tous immigrés, en fait. C'est-à-dire que, souvent, aussi bien dans les Balkans, et son empire ottoman, que dans d'autres régions, et même en Inde, les musulmans, quand ils sont un peu persécutés, ils vont s'identifier au prophète. Donc, ils vont partir, ils vont faire là, Égir. Donc, en fait, ces gens-là, ils vont partir, ils vont dire, nous sommes des muhajirs. Ils partent de l'Union soviétique, ils partent, et ils se disent, quand c'est comme ça, dans cette période de détresse, ben, le meilleur moyen de se défendre, c'est de se rapprocher de la vie du prophète et du tombeau du prophète. Et de ce fait, ils choisissent l'Arabie Saoudite pour y aller. Et à l'époque, le royaume d'Arabie Saoudite, il était encore assez jeune, assez neuf, un peu plus ouvert et plus généreux, plus accueillant qu'aujourd'hui vis-à-vis des migrants. En fait, il les accueille. Il les accueille parce que pour l'État saoudien, c'est aussi un moyen de justifier, d'avoir une légitimité en fait, pour dire nous sommes les gardiens de la Mecque et de Médine, et aussi on est aussi un peu les protecteurs de ces musulmans opprimés dans le monde. Ce qui fait qu'en fait, ils les acceptent, et en plus, ils en ont besoin parce que le royaume est encore assez vide. Il est en développement. Et vous avez ces Turkistani qui arrivent en Arabie Saoudite, et curieusement, et là, je trouve que c'est fascinant quand on travaille, pour quelqu'un qui travaille sur les questions du migratoire, sur l'immigration, c'est qu'en fait, le migrant, il sait choisir, il a plusieurs cartes d'identité. Et en fonction de la porte de la douane à franchir, il va montrer l'une ou l'autre. Et en fait, on voyait ces Ouzbeks se présenter, non pas comme Ouzbeks, non pas comme Turkistani, mais comme Muhajir, ou alors comme les descendants d'Imam al-Bukhari. Et là, les Saoudiens, ils sont obligés de les accueillir, en fait. Et en fait, ces gens-là sont arrivés dans les années 30, 40, et jusqu'en 91, ils ont le temps de s'enraciner. Ils sont à peu près 50 000, même à l'heure actuelle. Et moi, j'essaie de comprendre un peu comment ils ont évolué. Donc, je suis allé faire un peu de terrain à la Mecque, à Médine et à Jeddah. Et j'essaie de comprendre dans quelle mesure ces communautés ont contribué ou pas au développement du salafisme dans leur pays d'origine. Et en fait, en 91, les jeunes, ils avaient été arabisés, parce que, voilà, le temps, c'est pas évident. Mais les personnes âgées étaient restées encore ouzbécophones, turcophones, ils parlaient les langues de leur pays d'origine, et ils se sont dit, le rêve se réalise, on va pouvoir repartir dans notre pays d'origine, et
ils ont été mandatés par une organisation que vous connaissez qui s'appelle la Rabita, donc voilà, qui est sa raison d'être de là. Ils sont partis de leur village d'origine, et certains avaient des capitaux, avec, pas des capitaux, parce qu'on imagine qu'il y a un capital derrière, mais en Arabie Saoudite, il y a la collecte de la zakat, donc on paye les zakats, on parie, et en fait, de leur village d'origine, ils ont construit des nouvelles mosquées, des petites madrasas, pendant un laps de temps où, dans ces pays à peine indépendants, 91, 93, 94, parce que là, ce sont des pays qui, du jour au lendemain, deviennent indépendants, qui ne contrôlent pas encore tout ça, donc il y a une liberté remarquable, un truc ahurissant, qui de nos jours n'existe plus. Et en fait, pendant ce temps-là, en fait, ils vont recréer quelques liens. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est l'islam d'Asie centrale qui a été salafisé par ces gens-là? Non, mais il y a une contribution. Et je pense que pour comprendre le phénomène d'implantation de salafisme en Asie centrale, c'est une fonction de plusieurs points en fait. C'est 1, le phénomène migratoire, 2, le Hajj, 3, la Umrah, 4, la circulation des idées par Internet, par les voyages, par les rencontres, et ça jouit aussi donc ce phénomène assez important. Je vous avais parlé d'une deuxième communauté originaire d'Asie centrale. En fait, là aussi, alors en Asie centrale, il y a un autre régime communiste, c'était la Chine, de Mao Tse-tung. Donc là aussi, quand Mao Tse-tung arrive au pouvoir, vous avez dans la région ouïghour, le Xinjiang, certains Ouïghours, eux aussi, de la même manière, ils disent le régime est impie, nous, avec ces kafirs, on ne peut pas vivre, donc ils sont partis, eux aussi, certains en Turquie, d'autres en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, à l'heure actuelle, vous avez encore à peu près 50 000 Ouïghours. Ouïghours et Ouzbeks, au niveau islamique, au niveau linguistique, au niveau ethnique, ils sont très proches, mais ils arrivent encore à garder leur spécificité parce qu'ils n'ont pas les mêmes combats politiques par rapport au pays d'origine. Et eux aussi, ils ont tellement circulé entre l'Asie centrale et, c'est-à-dire le Xinjiang et la République d'Asie centrale et l'Arabie Saoudite, que eux aussi, ils ont eu une certaine contribution à la recréation de liens entre la péninsule arabique et la région d'Asie centrale. Ok? Est-ce que c'est clair? Ensuite, alors, tout à l'heure j'ai parlé, donc, je dis que historiquement, la région d'Asie centrale et du Caucase recevait des influences turques, iraniennes, arabes. Il y a une quatrième région, c'est l'Inde. En fait, on oublie une chose, c'est qu'en fait, l'Inde est une puissance islamique considérable, en fait. Il n'y a que les musulmans en Inde. Est-ce que quelqu'un sait que les musulmans en Inde? À peu près, oui. Plus qu'en Turquie. Plus que... C'est énorme. Et je crois mais ils sont plus qu'au Pakistan. Il y a combien de Pakistan? Là, tu me poses une colle. Je crois. Voilà, c'est que, bon, déjà, avant la partition de l'Inde, donc en fait, c'est-à-dire que l'islam est arrivé assez tôt en Inde. Il y avait le royaume de Delhi. Vous avez des conquérants arabes qui sont partis assez tôt en Inde. Donc l'implantation de l'islam en Inde est assez précoce. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est que vous connaissez tous le Taj Mahal. Moi, vous l'avez vu à la télévision. En fait, le Taj Mahal, c'est une influence d'Asie centrale. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la dynastie des Moghols, qui a dominé l'Inde jusqu'en 1800, jusqu'à l'arrivée des Britanniques, c'est ça? Jusqu'en 1800 et quelques. En fait, la dynastie des Moghols est née en Asie centrale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les petits-enfants de Timur, Amir Timur, donc son petit-fils, Babur qui partit d'Asie centrale et pour aller conquérir l'Inde. Et la dynastie des Moghols en Inde que vous voyez, en fait, et si un jour vous avez l'occasion de voyager en Inde, la forme des mosquées, des madrasas qu'on trouve en Inde, en fait, c'est le même style que l'Asie centrale. Ça vient vraiment de là-bas. Ce qui fait qu'il y avait des liens forts islamiques entre l'Inde et l'Asie centrale jusqu'à l'arrivée des Russes. Les Russes, quand ils arrivent, ils se disent, bon, les musulmans de chez nous, ils peuvent pratiquer leur islam chez eux sans problème, à l'intérieur. Ils ont même donné une certaine liberté religieuse aux musulmans de l'Empire des Tsars, c'est-à-dire un débat intellectuel, des cours chariatiques, des tribunaux islamiques, des madrasas, sans problème, mais le contrôle des frontières a commencé là, en fait. Donc les Russes et les Soviétiques vont apporter un contrôle, une frontière entre leurs musulmans et les autres musulmans. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se méfier, c'est-à-dire que nous, nos musulmans, ils sont bons, pour pas qu'ils se fassent
pas qu'ils soient pervertis par les autres, par les musulmans d'Istanbul, de Constantinople, de la Mecque, il faut qu'on les surveille. Donc il y a une surveillance. Et pendant la période soviétique, cette surveillance est encore beaucoup plus forte. Vous avez très peu de liens entre l'Inde et l'Asie centrale. Et les liens qui existent, ils sont purement idéologiques. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un certain temps, l'Inde avait une certaine proximité avec les régimes socialistes. Donc de ce fait, les liens qu'il y a, c'est tout sauf islamique. Tout ça pendant toute la période soviétique. Pendant toute la période soviétique, vous avez pratiquement aucun échange islamique entre l'Inde et l'Asie centrale. Mais en 91, ça devient possible. En 91, ça devient possible grâce à qui? D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, la Naqshbandiya, elle est née en Asie centrale, mais en fait, elle a beaucoup voyagé en Inde, elle est revenue en Asie centrale au XVe siècle, elle est partie comme Naqshbandiya, elle est revenue comme Al-Sirhindi, c'est-à-dire qu'elle a pris plusieurs formes, elle est revenue. Et en 91, vous avez encore des restes de Naqshbandi au Pakistan et en Inde qui se disent, eh bien, un peu comme Naqshbandi en Turquie, qui se disent, eh bien, le tombeau, le mausolée de notre vénérable Bahauddin Naqshband, il faut qu'on y aille. Vous avez certaines autorités Naqshbandi du Pakistan qui ont essayé de recréer des liens en allant en Ouzbékistan, ça n'a pas beaucoup marché. Ça n'a pas beaucoup marché, et là ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour parler du soufisme en Asie centrale, c'est qu'en fait, l'héritage soufi mystique en Asie centrale qui a été très puissant, très fort, parce que la Naqshbandiya elle est née en Asie centrale, une autre qu'on appelle la Yassawiya, Ahmad Yassawi, elle est née en Asie centrale, et en fait, en 91, le pouvoir soviétique, ils se disent, on dit soufisme égale tolérance, égale bon islam, égale paix, égale un moyen d'éliminer le salafisme. Donc de ce fait, en fait, en 91, en Ouzbékistan et tous les pays de la région, on va essayer de capter le soufisme. En fait, on dit c'est un moyen, une espèce d'antidote contre le radicalisme. Ce qui fait qu'on va restaurer les mausolées des personnalités saintes du soufisme, on va leur donner les moyens de s'organiser, mais du coup, on leur enlève leur liberté qu'ils avaient auparavant, au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on ne tolère pas qu'une figure, un cheikh Naqshbandi puisse avoir des disciples, des moulides, et former de nouveaux disciples. Au contraire, l'État les étouffe. Et de ce fait, quand il y a eu les Naqshbandi, et même de Turquie et du Pakistan, qui ont essayé de revenir en Asie centrale, ça n'a pas beaucoup marché en fait. Ce qui fait que, dans le livre, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait, il y a un renouveau des liens entre l'islam de l'Inde et d'Asie centrale, mais il se fait par les Tabiri. En fait, les Tabiri, vous les connaissez, ils sont aussi en Belgique, ils mangent aussi des frites tout le temps, en fait. On en voit très facilement. On en voit beaucoup en France, beaucoup ici. Et les Tabiri, c'est une mouvance transnationale extraordinaire, en fait. Donc là, les Tabiri, eh bien, vous le savez, c'est en 1926, un certain Mohammad Ilyas al-Kandalawi, qui, dans le cadre de l'islam indien, constate que les musulmans d'Inde, ils sont en train d'être complètement dilués, de perdre leur foi, leur identité, leur pratique religieuse, et de se fondre dans le hindouisme. Donc il crée un mouvement qui va appeler, on l'appelle le Jama'at al-Tabligh, la société de la prédication. Et en gros, les traits essentiels de cette mouvance, c'est de dire tout musulman qui se respecte, s'il veut être considéré comme musulman, il faut qu'il fasse de la dawa. La dawa, ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire d'individu. Et que chaque musulman, s'il veut gagner sa place au paradis, il faut qu'il contribue à la dawa. Il faut qu'il fasse de porte-à-porte, qu'il ait appelé les gens, etc. Et lui, dans son esprit, il fallait faire ça pour sauver les musulmans de l'assimilation, en quelque sorte. Et son mouvement, il a été très efficace parce que, quand il y a eu la décolonisation, donc les Britanniques sont retirés, vous avez certains qui sont partis en Angleterre, donc ils ont exporté le Tabiri. De ce fait, après, comme leur principe de base, c'est de faire de porte à porte, d'aller voir tout le temps, et ils considèrent que chaque musulman, il faut qu'il fasse, je crois que c'est un jour par semaine pour qu'il se consacre pleinement à la dawa, ou alors une semaine par an, ou alors 4 mois d'affilée, au moins une fois dans sa vie, pendant 4 mois, il faut qu'il soit loin qu'il soit en prédication.
Et en fait, c'est un mouvement qui a bien marché, mais en Union soviétique, jusqu'en 91, ils ne pouvaient pas venir, parce que les frontières étaient fermées. En 91, ils y arrivent. 91, parce que il y a des liaisons aériennes qui s'ouvrent entre Tashkent et certaines villes d'Inde et du Pakistan et de Bangladesh. Mais établir, c'est un phénomène impressionnant. C'est-à-dire que je crois que certaines réunions qu'ils ont une fois par an dans une ville du Pakistan, ça peut rassembler plus de gens qu'à la Mecque. C'est assez incroyable. C'est vraiment impressionnant. En 91, ils viennent en Asie centrale, d'abord en Ouzbékistan. Parce que l'Ouzbékistan, c'est le pays le plus musulman, le plus peuplé, où il y a le plus de madrasas, etc. Et ils arrivent, au bout de quelques temps, l'Ouzbékistan, qui a toujours considéré qu'il n'avait pas d'influence, rien à apprendre en termes d'islam ou d'identité ou de quoi que ce soit des autres, ils ont expulsé. Par contre, s'il y a un pays où ils ont réussi à s'implanter, c'est le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan, alors d'abord ils ont essayé aussi au Tadjikistan et au Kazakhstan, ils étaient tolérés, maintenant ils ont été interdits. Maintenant, quelqu'un qui se fait arrêter en faisant cet interdit, il peut aller en prison. Mais au Kyrgyzstan, qui est un pays remarquable, petit pays, tradition nomade, 4 à 5 millions d'habitants, et en fait les Tabléris sont implantés. Ils sont implantés là-bas, et il y a une espèce de pacte qui a été fait entre l'État kirghize et la mouvance Tabléri, parce que le Kyrgyzstan, ils essaient d'être pragmatiques, ils se disent, eh bien, ces gens-là, ils sont tout le temps en mouvement, ils sont un peu nomades comme nous, parce que traditionnellement, ils sont nomades. Et en plus, ces gens-là, ils arrivent à encadrer les jeunes, donc ça leur permet de faire en sorte que les jeunes kirghizes, dans un pays assez pauvre, au lieu d'aller faire du vandalisme ou de l'alcoolisme, etc., donc ils sont encadrés. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de récupération des Tabléris par l'État kirghize, mais chacun y trouve son compte. Les Tabléris, ils arrivent à faire de la prédication. En fait, ils ont réislamisé une partie de la population kirghize. Et l'État kirghize, il se dit, ben, au moins, nous, on n'a pas les moyens d'encadrer cette population. Au moins, ça nous permet d'avoir un rôle social de cette communauté. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la mouvance kirghize, Tabléri au Kyrgyzstan est très forte. Et pour raconter une petite anecdote, je vais régulièrement en Asie centrale. Et il y a 2 ans, je suis allé donner une conférence à Bishkek. Et mes frères turcs, ils m'ont vu, ils savent que je travaille sur la Asie centrale depuis longtemps. Ils m'ont dit, tu viens de donner une conférence. C'est une université qui s'appelle Manas. Une université d'État. Je leur ai donné une conférence. Et à la fin, ils m'ont appelé dans leur bureau. Ils disent, mais bon, entre nous, maintenant, tu vas nous dire pourquoi les Tabléris sont aussi forts. Ils disent, mais nous, la TNF, ça fait 25 ans qu'on implante, on a une politique éducative, on forme des jeunes, on leur donne des bourses, on les envoie en Turquie, on envoie des imams, etc. Et puis, parce qu'ils étaient frustrés les Turcs, parce qu'en fait, le grand imam de la mosquée de Bishkek, de la capitale, est un Tabléri. C'est-à-dire que les Tabléris, ils ont pris le pouvoir, en fait. Ils ont pris le pouvoir de l'islam, en fait. Donc, et je comprends les gens de la DIN, ils sont un peu frustrés, ils disent, mais avec tous les investissements qu'on a, et puis... Et il dit, pourquoi? Je dis, ben, je sais pas, parce que vous avez des cravates, vous êtes de vos bureaux, et les Tabléris, ils font du porte-à-porte, ils sont en train de sillonner partout tous les chemins au Kyrgyzstan, et ça montre aussi un peu pourquoi ils ont été assez efficaces dans leur activité. Ok? Ensuite, alors, j'arrive un peu au dernier chapitre. C'est qu'en fait, face à cela, face à l'arrivée de ces courants d'influence de l'extérieur, du monde, de Turquie, d'Arabie Saoudite, d'Iran et de l'Asie du Sud, que font les États en fait? Comment réagissent par là? Et j'essaie de comprendre comment les États font face à cela. En fait, jusqu'en 91, tout l'islam d'Asie centrale c'était le même. C'est-à-dire que vous avez un imam, enfin un mufti à Tashkent qui supervisait tout l'islam des 5 républiques. C'était le même État. En 91, chaque pays va se doter de sa propre structure de gestion de l'islam. Et 91, on va gérer à sa façon. Il n'y a plus de gestion collective, mais une gestion nationale. Et au début, ils sont une véritable... Tous ces États, en fait, il y a une bienveillance. Ils essaient d'encadrer l'islam, de faire preuve de bienveillance, mais de le surveiller, de l'encadrer. Mais malgré ça, il y a l'islam d'opposition qui se développe, c'est-à-dire qui est contestataire, un peu comme n'importe quel pays musulman, c'est un truc qu'on a connu assez... Voilà. Et dans tous ces pays-là, en fait, ils vont essayer de contrôler, d'importer des influences islamiques
mais un peu d'une manière un peu sélective. Et ils vont se doter d'instruments de contrôle et de régulation de l'islam. D'abord par ce qu'on appelle la direction des affaires spirituelles ou religieuses, un peu comme chaque pays musulman, il y a le mufti, le plus grand mufti qui va être responsable du recrutement des muftis, de la distribution de ce qu'on appelle la khutbah, c'est ça, la prédication en chaque vendredi, etc. Donc il y a lui qui va surveiller. Et en plus, vous avez aussi un comité d'État qui, pour le coup, sont des fonctionnaires, des bureaucrates et non pas des autorités dotées d'un savoir religieux. Ils sont vraiment pratiquement de sécurité, en fait, pour surveiller quelle influence on peut apporter, laquelle on peut ne pas apporter. Et vous avez aussi des politiques éducatives qui se mettent en place pour que l'islam qui vient de ces pays-là, de Turquie, d'Iran, d'Asie du Sud, etc., soit conforme à l'islam tel qu'on le définit dans chacun de ces pays-là. Ok? Donc une véritable surveillance. Ce qui fait qu'on arrive parfois à des paradoxes, alors que ces pays étaient issus d'une Union soviétique très séculière et laïciste, en fait, c'est que eux, à force de vouloir surveiller, en fait, ils mettent eux-mêmes, et l'exemple type, c'est l'Ouzbékistan, un peu comme la Turquie, de ce fait, ils se transforment, il y a une espèce de fonctionnalisation du religieux. C'est-à-dire que ça fait un effet paradoxal. C'est-à-dire qu'on veut être séculier, mais en fait, on encourage, on met en place un islam officiel dogmatique, en fait. Mais pour eux, c'est le prix à payer pour pas qu'il y ait une influence, un islam néfaste à leur tradition, en fait. Ok? Alors, chapitre 7, je l'ai rajouté, il ne fait pas partie du livre, je l'ai rajouté parce qu'à chaque fois on pose la question obsessionnelle, et quelle est la place du djihad dans ces pays-là? Parce que les vous êtes universitaires, ça va, mais des fois quand on a des conférences dans d'autres univers, et alors, effectivement, l'aide centrale aussi a été un berceau, il y a un phénomène djihadiste assez important. On va jouer un peu sur les mots, Moudjahidine et djihad. Donc les Moudjahidines, c'était les bons à l'époque, vous vous souvenez, ceux qui étaient en Afghanistan, donc les combattants de la foi, de la liberté contre les mauvais communistes soviétiques. Et à l'époque, même en Occident, on avait une vision très positive, valorisante des Moudjahidines, c'est les combattants de la liberté. D'ailleurs, je crois qu'il y a une photo de Bernard-Henri Lévy, je crois, avec des Moudjahidines en Afghanistan, parce qu'il était très anticommuniste à l'époque. En fait, ce sont les mêmes qui sont devenus après djihadistes, en fait. Donc c'est un peu embêtant pour lui. Et donc, en fait, effectivement, il y a un phénomène. Donc, au National central en 91, vous avez quelques cellules islamistes qui se sont mises à contester l'ordre séculier post-soviétique. Ces gens-là, ils ont été assez influents dans ce qu'on appelle la vallée de Fergana, qui est une vallée à cheval sur plusieurs pays, 3 pays en tout cas, ou 4, les 3 pays, et ils ont été assez influents. Et ça a créé ce qu'on appelle le mouvement islamique d'Ouzbékistan, qui a été assez influent entre 92 et 97, surtout au Tadjikistan, parce qu'en fait, il y avait une guerre civile assez violente au Tadjikistan, et comme c'était une guerre civile, donc il y avait une certaine instabilité politique, donc les islamistes sont tous installés au Tadjikistan. En 97, c'est le retour à la guerre, enfin, c'est la fin de la guerre civile, donc là, ils vont trouver refuge où? En Afghanistan, parce que c'est une région instable, plus classique. Et en Afghanistan, ils vont composer avec les Al-Qaïda et les talibans. Et quand il y a eu l'invasion américaine en Afghanistan, en fait, eux, ils vont soutenir aussi, ils vont participer au combat contre les forces américaines et l'armée pakistanaise. Et en fait, quand il y a eu la guerre civile en Syrie, à ce moment-là, en fait, c'est le phénomène de djihad en Asie centrale devient un peu has-been, parce que le territoire du califat, en fait, l'État islamique en Syrie ou en Irak, va avoir beaucoup d'impact, d'attrait sur ces gens-là, en fait. Et il y aura des gens d'Asie centrale qui vont venir pour participer au djihad en Syrie ou en Irak. Certains ils partent d'Afghanistan. D'autres, et ça c'est le facteur le plus important, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup de centra-asiatiques qui travaillaient en Russie, des migrants, parce qu'en fait, la Russie et les républiques de l'ex-URSS, c'est un peu comme la France et l'Afrique du Nord, c'est-à-dire qu'il y a un héritage colonial tellement fort qu'il y a encore, 25 ans après l'indépendance, vous avez encore beaucoup de travailleurs qui vont en Russie. Et par exemple, un pays comme le Tadjikistan, je crois que c'est 50% de son PIB qui est ce qu'on appelle les remittances. Voilà, remittances. Et en fait, et ça montre à quel point de nos jours, on vit dans un monde complètement interdépendant.
fait, vous avez pratiquement 1 million de migrants tadjiks, ouzbeks, kirghizes et azerbaïdjanais qui travaillent en Russie. De chaque pays, un minimum entre 500 000 et 1 million. C'est quand même beaucoup. Or, arrivés en Russie, ces gens-là, en fait, ils sont mal perçus. Parce que la société russe, je ne dirais pas qu'elle est raciste, mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de gens de couleur chez eux. Ce qui fait que ceux qui sont en Russie, la crise économique de la Russie fait que ces gens-là perdent leur job. Et ces gens-là, ils se radicalisent, non pas dans les mosquées, dans les madrasas en Russie, mais via Internet. Et vous avez beaucoup de centres asiatiques qui sont partis faire du djihad en Syrie, en Irak. Mais paradoxalement, ils ne sont pas partis directement des centrales, mais ils ont d'abord vécu dans un autre pays, notamment en Russie. Après, ils partaient en Turquie. De la Turquie, ils partaient en Syrie, en Irak. Et c'est un phénomène qui était assez fort. On disait en fait que les combattants originaires des centrales étaient le deuxième ou troisième. Donc c'est un régime assez important. Ensuite, avec la coalition internationale, depuis quelques années, apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont été tués. Et maintenant, les autorités, parfois, craignent qu'il y ait le risque que ces gens-là repartent au pays d'origine. Mais je ne le pense pas parce qu'une bonne partie de ces gens-là, ils ont été décimés. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'en fait, l'État islamique, quand ils les appelaient en Syrie, en Irak, c'était surtout pour qu'ils restent sur place, pas qu'ils repartent chez eux, parce qu'il fallait participer à la constitution d'un califat. Et enfin, c'est qu'en fait, repartir est devenu beaucoup plus conflictuel, parce que, entre-temps, la Turquie a resserré un peu les boulots, alors qu'au bout d'un certain temps, il y a eu une espèce de flou. Et de ce fait, moi, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un véritable risque de ces djihadistes dans leur pays d'origine dans la centrale, parce qu'il y a peu de chances qu'ils puissent repartir. Et en conclusion, donc, en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en 91, vous avez l'islam d'Asie centrale qui est à peu près pareil, mais 91, chaque pays va se mettre à gérer sa propre façon son islam. Ce qui fait que maintenant, on a l'islam qu'on a en Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan qui n'est pas le même, parce qu'on n'a pas la même façon de gérer. Le Kyrgyzstan, c'est un pays très libertaire, très libre. Vous avez une liberté religieuse extraordinaire. Alors qu'en Ouzbékistan, c'est absolument pas le cas. Au contraire, il y a une volonté de tout contrôler. Dans tous ces pays, on a un rapport ambigu à la laïcité, au sécularisme, j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a tendance à adopter une sécularité presque à la française, c'est-à-dire que beaucoup plus militante et de contrôle et non pas de séparation. Et de plus en plus, on s'enchaîne vers ce modèle-là. Et enfin, l'islam, acteur politique, il n'a jamais été, il n'est pas mobilisateur, et ça nous amène à faire un lien avec le monde arabe, c'est-à-dire en fait que depuis qu'il y a eu l'échec des printemps arabes, ça a un impact sur l'Asie centrale, où ça déconsidère l'islam politique, qui était déjà pas très fort, et le sera de moins en moins. Et du coup, la contrepartie, c'est que les pouvoirs autoritaires qui sont en place, ils deviennent encore plus autoritaires. Et malheureusement, le désespoir qu'il y a dans le monde du Moyen-Orient fait que c'est pas réjouissant non plus pour les pays de l'ex-URSS. Je finis avec cette note pas très optimiste, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup.